tous et à toutes, je suis ravie d'être en compagnie de Dorothée Oliéric et Nicolas Wilde dans cette belle foire du livre de Brive. Dorothée Oliéric, bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes journaliste, grand reporter, vous couvrez régulièrement des terrains de guerre et vous avez signé aux éditions Talendier cette année La guerre au féminin, dans lequel vous proposez 10 portraits de femmes. Elles s'appellent Lise, Candice, Séverine, elles sont parachutistes, pilotes, commandantes de base aéronavale et elles témoignent avec vous, grâce à vous, de leur quotidien dans l'armée. Exactement, et c'était... Alors déjà, il faut vous dire que j'arrive d'Israël, donc je suis un petit peu déconnectée et je repars en Afghanistan dans une semaine. Donc là, je sors du train, je me mets dans l'ambiance et je suis avec vous. Donc oui, j'ai raconté ces femmes militaires, parce que déjà, c'est des femmes qui ne se racontent pas elles-mêmes, qui sont vraiment, comme tous les militaires, discrets, humbles, ils ont des histoires absolument extraordinaires, mais il faut aller les chercher pour les faire parler, pour qu'elles se livrent. Donc c'était un peu le but de ces filles que je croise sur des terrains de guerre, de savoir comment elles sont arrivées là, quelle est leur histoire, quelle est leur formation, leur vocation, leurs difficultés en tant que femmes pour effectivement se faire une place dans un monde très masculin. Alors c'est vrai que ça me parle aussi, la guerre au féminin. Donc souvent quand je leur posais des questions, on me disait mais toi pourquoi t'as fait ça? Et moi déjà j'ai pas d'armes, c'est la première différence, mais sinon c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs avec elles et j'ai voulu rentrer dans leur esprit, dans leur cœur et les faire parler comme les militaires ne parlent jamais. Alors moi je travaille pas pour le ministère de la Défense, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de points qui sont difficiles et qu'elles vont raconter toutes et c'est des nanas absolument extraordinaires. On va évidemment revenir là-dessus, sur l'angle très intime de ce livre. C'est vraiment des récits que vous nous livrez, que vous partagez, qui sont extrêmement intimes. Nicolas Wilde, vous êtes auteur de bande dessinée et on vous doit plusieurs albums, certains publiés à la boîte à bulles, comme Kaboul Disco, Kaboul Requiem et le dernier, dont on va parler, À quoi pensent les Russes? Grande question. Oui, exact, grande question. Donc, le livre est un début de réponse, mais j'ai pas eu le temps de demander à tous les Russes à quoi ils pensent. Mais un peu comme Dorothée, j'ai fait plusieurs portraits, donc j'ai rencontré plusieurs personnes, mais il y a une quinzaine de personnes, donc 15 Russes dont je fais le portrait. Donc c'est différentes personnalités, il y a ou un avocat, ou un ancien militaire qui a fait l'Afghanistan, ou des passants qu'on voit dans la rue, ou on a une militante féministe de Saint-Pétersbourg, enfin, donc c'est différentes personnes que j'ai croisées sur 2 semaines. Et qui racontent à la fois leur vie, leur passé, et puis ce qu'ils pensent un peu de ce qui se passe en ce moment avec la guerre en Ukraine. Voilà. La forme du portrait, effectivement, est un point commun oui. entre vos 2 ouvrages. Je voudrais commencer par vous. Vous êtes tous les deux des témoins dans des pays en crise, dans des pays en guerre, grâce au journalisme, grâce au dessin. J'aimerais commencer par une question un peu originelle. Quand est-ce que vous avez compris, senti que l'actualité, ces crises, ces conflits allaient devenir pour vous une matière à récit, une matière de travail? Est-ce qu'il y a eu un déclic, une première expérience? Alors, une matière de travail, je ne sais pas. Moi, j'ai jamais vu ça comme un travail. C'est un métier de passion et ça fait 30 ans que je suis sur tous les terrains et à chaque fois, j'ai le même enthousiasme et surtout ce besoin absolument viscéral d'être là où ça se passe. Je me demande comment vous n'avez pas envie d'être en Ukraine en ce moment, en Afghanistan, à Gaza. Bon, c'est un peu plus compliqué à Gaza en ce moment, mais c'est l'envie d'être là où l'histoire s'écrit, là où ça se passe, le vivre. Faut pas se le cacher, le vivre, le raconter pour témoigner aussi à travers des personnages. Et moi, ce que j'aime bien, c'est emmener le téléspectateur par la main dans une histoire où a priori c'est compliqué, où ça l'intéresse pas, et l'emmener avec moi à travers des personnages que je raconte. Et est-ce qu'il y a eu une expérience, un déclic vraiment où vous vous êtes dit voilà, j'ai besoin d'être sur le terrain vous dites pour voir, pour transmettre, mais aussi pour comprendre? Alors le déclic, non, j'ai eu la chance d'avoir mon stage à France 2 et 2 ans plus tard, j'étais au service de politique étrangère à un moment où il n'y avait pas beaucoup de femmes, pas beaucoup de jeunes femmes et j'ai juste poussé une porte, ça a été ça le déclic. Timidement, je suis allée dire est-ce que je peux pour cet été filer un coup de main au service de politique étrangère où il n'y avait que des vieux de la vieille, j'étais très impressionnée et je suis restée. Nicolas? Moi en fait j'ai commencé à voyager en 98. Et c'est suite à un voyage en Inde en 2003 que j'ai commencé à vouloir dessiner le monde. Donc dans un premier temps, c'est sous forme de croquis, faire des carnets de voyage, genre aller quelque part et se laisser surprendre par la beauté d'un paysage ou ce genre de choses. Et c'est plus tard que j'ai commencé à m'intéresser à la géopolitique, notamment en travaillant en Afghanistan pendant 2 ans.
Et là, effectivement, c'est passionnant d'être un endroit un peu inattendu au cœur de l'histoire en marche. Et ça m'a passionné. Donc après ce voyage en Afghanistan, j'ai continué avec l'Iran et un peu le Moyen-Orient. Et maintenant, je m'attaque un peu aux anciens pays de l'ex-URSS. Et c'est un peu ma zone de confort. Ça avec l'Inde, entre guillemets. Zone. Oui, entre guillemets. C'est vrai que j'étais en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, pardon, au Maroc, dans d'autres endroits. Et mais j'ai moins été happé par l'histoire de ces pays, bizarrement. Je sais pas, j'ai une espèce d'attirance pour cette zone qui est toujours un peu au cœur de l'histoire en marche. Et en quelle année t'es allé en Afghanistan pour la première fois ? C'était entre 2005 et 2007, donc pendant 2 ans. Et je travaillais dans une agence de com, on faisait de la communication humanitaire pour aider à développer la démocratie en Afghanistan. Donc, et ça a été le coup de foudre, j'imagine, comme tous ceux qui mettent un pied là-dedans, ils ne peuvent pas en repartir. Mais moi, j'étais en 96 pour la toute première fois. Wow. C'était l'arrivée des talibans en saison 1. Et quelque part, j'ai eu de la chance d'y être encore. Là, j'y retourne la semaine prochaine. Et j'étais aussi pour le... En fait, j'ai fait l'arrivée des talibans, le départ des talibans, l'arrivée des Américains, le départ des Américains, les Français, etc., jusqu'au retour à l'été 2021. Et je trouvais ça absolument extraordinaire d'être toujours sur le terrain, de ne pas avoir cédé aux sirènes pour passer chef ou je ne sais pas quoi. Et j'étais encore dans ce pays que j'aime profondément, que j'essaye de comprendre et de raconter, et qui est époustouflant déjà de beauté. Je vous conseille d'aller en vacances, mais il faut encore attendre un petit peu aussi. Ça va pas être facile. Cette notion de coup de foudre, elle est très forte aussi dans votre livre La guerre au féminin. On sent aussi que ça traverse, c'est ce qui est dans tous les propos de ces femmes que vous interrogez, avec qui vous discutez. Il y a un coup de foudre avec le terrain, il y a une nécessité à être au cœur de l'événement. Parce que quand elles rentrent souvent, il y a une forme de... retour. C'est ça, voilà. Et le retour est difficile, en fait, quand on sort d'un moment, d'une période sous tension, où tout est tellement dramatisé, tellement fort sur place. Comment rentrer chez soi ? C'est une vraie question. Pour les militaires, effectivement, pour toutes ces femmes, c'est compliqué. Parce que d'abord, elles partent 3-4 mois en OPEX, donc c'est long. Elles laissent des enfants parfois en bas âge. Et je vais vous donner l'exemple de cette jeune femme qui est en couverture, qui s'appelle Célia, qui travaille dans un service de renseignement, qui au Mali est vraiment sur le terrain avec les Maliens à chercher des informations pour justement des frappes éventuelles, trouver des terroristes, etc. Donc une mission assez passionnante. Elle revient et sa gamine qui doit avoir 1 an et demi, elle la voit et puis elle se retrouve sur le tapis de jeu à empiler des cubes et elle se met à pleurer. Elle se dit mais qu'est-ce que je fous là ? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que je fais avec cette gamine ? Alors je vous rassure, c'est une très bonne maman, elle a trouvé sa place, mais ça illustre bien ce retour qui est compliqué, où on se dit mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je ne suis pas avec mes gars ? Pourquoi il n'y a plus de balles qui sifflent ? Pourquoi il n'y a pas cette adrénaline, ce piquant ? Alors c'est pas pour jouer avec la mort, c'est parce que moi je ressens ça aussi. J'y vais pas pour les risques, mais malgré les risques. Et c'est vrai qu'on vit des moments tellement extraordinaires qu'il y a un moment, là, justement, je suis dans ce moment-là où mon cœur, mon esprit est encore en Israël, à Gaza, avec tous les gens que j'ai rencontrés. Et le retour à la vie normale est toujours un peu difficile. Donc il y a un sas qui peut durer 1 semaine, 2 semaines, et puis on reprend une vie normale, et puis on repart, etc. Oui, moi c'est marrant. Quand j'avais passé 2 ans en Afghanistan, je suis rentré en Alsace chez moi. Et je suis sorti pour faire des courses, et je ne savais plus comment on faisait. Donc je suis arrivé dans un supermarché et je ne savais plus comment acheter un œuf, où j'avais perdu le sens de la vie quotidienne. Et la même journée, il y avait une Gay Pride dans les rues de Strasbourg et ça m'avait manqué en fait de voir des gens torse nu, de voir de la chair en fait. Et il y a un décalage, ça prend quelques jours, même quelques semaines, pour retrouver la vie normale entre guillemets. Et quand au début, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début de À quoi pensent les Russes, de votre bande dessinée, il y a quand même un doute. Vous partez pour la Russie, vous embarquez, oui. Mais il y a un petit moment, la guerre vient d'éclater, c'est ça le point de départ en fait de la bande dessinée. Et quand même, vous dites qu'est-ce que je fais ? Pourquoi j'y vais ? Donc quand même, j'imagine qu'à chaque départ, même si c'est très dur de rentrer, à chaque départ, il y a quand même une peur. Est-ce qu'on peut le formuler comme ça ? En tout cas, dans les premières pages, c'est ce qu'on ressent. Oui. Et en fait, donc c'est un éditeur indien qui m'a envoyé en Russie, c'est intéressant à noter. Et quand il m'a proposé ce travail, je ne pensais pas que c'était possible d'aller en Russie tout simplement, donc j'étais genre ah bon. Et en fait, on peut y aller avec un visa de touriste. Et j'avais un petit moment de doute au début, mais comme j'étais très très curieux j'ai assez vite accepté, j'avais envie d'y aller quoi. Et aussi quand j'ai grandi avec Tintin, comme beaucoup d'auteurs de bande dessinée, donc il y a une partie de moi qui a envie d'explorer le monde un peu à la façon de Tintin,
d'aller sur la Lune, de parler avec son chien. Et donc votre bande dessinée, À quoi pensent les Russes, est découpée en chapitres dans lesquels à chaque fois on rencontre des personnages différents que vous avez rencontrés sur place. Tout est du témoignage réel. Voilà, toutes ces personnes, vous les avez vraiment rencontrées en Russie. Ce qui est très fort, ce qu'on ressent vraiment, c'est le clivage. On passe d'un chapitre à l'autre. On peut passer effectivement donc d'une jeune femme activiste qui vous fait visiter la ville, qui fait une visite féministe de la ville, versus une jeune patriote qui va chanter dans un train. Donc il y a vraiment, on passe vraiment d'un personnage à l'autre de manière très, très contradictoire en fait. J'ai l'impression que c'est ça que vous voulez nous faire sentir dans votre travail, cette contradiction, ces décalages. Ouais. Et en fait, ça m'a fait penser un peu à l'Amérique contemporaine aussi, où il y a le décalage avec les anti-Trump et les pro-Trump. Et en Russie, on sent il y a une jeunesse de Saint-Pétersbourg, par exemple, qui est assez éduquée, qui est plutôt pro-européenne et qui veut adopter les valeurs de l'Occident, qui est anti-Poutine. Et dans la campagne profonde, des personnes qui sont plutôt d'une autre culture, qui sont très religieux, qui ont la vénération du chef, du leader, et qui, elles, sont plutôt pro-Poutine. Même si, entre les deux, il y a plusieurs variations, différentes façons d'être en accord ou pas avec le gouvernement. Et cette jeune femme, par exemple, Anna, cette militante qui vous propose une visite un peu parallèle de la ville, comment vous l'avez rencontrée? Comment on rencontre ce genre de personnages dans des pays où c'est pas forcément facile, j'imagine? Moi, j'ai travaillé avec une fixeuse, donc quelqu'un qui m'a aidé à rencontrer des personnes. Vu que je parle pas russe et que j'avais peu de temps sur place, donc on a travaillé le livre 2 semaines en avance. Donc je lui ai fait une liste un peu abstraite de personnes que je voulais rencontrer. Donc je voulais rencontrer un Indien de la diaspora, donc une militante LGTB+, un soldat et un avocat. On avait une espèce de liste abstraite comme ça. Et elle m'a envoyé différents portraits, différentes personnes qu'elle connaissait. Et j'ai un peu fait mon shopping avant d'aller en Russie. Et une fois sur place, on a calé les rendez-vous. Et suite à ça, on a aussi rencontré des gens par hasard dans la rue. Ton shopping ou ton casting? Mon casting. Oui, pardon. Bon, oui, voilà, c'est un peu pour rire. Et cet accès au terrain, j'imagine, Dorothée Oliéric, c'est aussi évidemment le cœur de votre travail. Partir à la rencontre de personnages à qui vous allez donner la parole, dans ce livre, mais aussi dans tous vos reportages télé. Comment ça se passe quand on arrive dans un pays, pour des gens qui ne savent pas du tout comment ça se passe, pour aller à la rencontre d'eux? Eh bien, comme Nicole le disait, le personnage clé d'un reportage, c'est le fixeur, la fixeuse. Donc c'est parfois un journaliste, parfois pas, qui parle la langue, qui a des contacts et qui va nous aider aussi sur la sécurité, se renseigner, savoir jusqu'où on peut aller, pas aller. Et alors c'est plus ou moins compliqué. Là, pour vous donner un exemple, quand je repars en Afghanistan, vous imaginez bien qu'avoir l'autorisation, il n'y en a pas beaucoup, que forcément le fixeur, il va rendre des comptes plus ou moins aux talibans. Donc il y a comment ne pas mettre en danger les femmes qu'on va rencontrer, comment raconter quand même l'évolution. Donc il faut un petit peu naviguer à vue, essayer de semer un petit peu le fixeur pour le coup et retrouver des contacts dans une maison en préservant l'identité des femmes. Voilà, il y a donc ce qu'on rêve de faire avant de partir et il y a ce que je vais pouvoir faire. Il y aura peut-être un petit delta. Par exemple, je voudrais faire un reportage sur la justice islamique pour expliquer comment ça fonctionne, un tribunal islamique. Qu'en est-il des lapidations et autres? Donc, je ne sais pas. J'ai demandé, mais on va voir si c'est faisable. Ouais, j'imagine qu'il y a une grande responsabilité vis-à-vis du terrain. Pour la sécurité, parce qu'on se doit de protéger. Alors, il y a beaucoup de femmes qui prennent des risques depuis toujours en Afghanistan. Elles me disent, c'est pas grave, je montre mon visage, je veux pas être cachée. C'est un acte militant. Et il y a ça en Ukraine aussi beaucoup, où c'est j'assume le risque. Alors, on va pas donner l'adresse, on va pas donner le nom de famille. Mais quand c'est un geste politique, on peut qu'approuver et admirer. Dans la guerre au féminin, vous partez d'une observation, c'est la féminisation de l'armée, grâce notamment à certains choix politiques et grâce à une vraie campagne de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui a été menée à l'intérieur de l'armée. Est-ce que ces 10 femmes, puisque ce sont 10 chapitres, 10 portraits, est-ce qu'elles vous ont toutes confirmé ça? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez confirmé en observant le terrain et en discutant avec elles? Alors sur le sexisme, oui, même si les temps ont changé, les choses ont changé, il y a beaucoup plus de contrôle fait, mais toutes sont passées par des moments, que ce soit dans leurs études ou pas. Enfin, l'école navale s'est féminisée, je ne veux pas dire de bêtises. L'école navale en 1993, donc celle qui était dans ces promotions-là, il y avait 3 filles, il fallait vraiment faire sa place. Saint-Cyr ouvert en 83 avant.
Et en France, il y a 16% de femmes militaires, ce qui nous classe à la 4e place après les États-Unis, la Hongrie et je ne sais plus, Israël, 33%, ça ne surprendra personne, la Hongrie et les USA en 3e position avec 18%. Donc, il reste beaucoup à faire, mais les femmes ont commencé à s'engager dans les armées pendant la Deuxième Guerre mondiale et ne sont jamais parties. Donc on les retrouve principalement dans le service de santé des armées qui est très féminisé, moins dans l'armée de terre, mais il y en a, et plus dans l'armée de l'air aussi. J'imagine que c'est une question qui fait aussi écho à votre propre métier. Être une femme reporter de guerre, c'est pas non plus si commun. Alors, il y a des femmes avant moi qui ont ouvert la voie. Donc, je pense à ma collègue Martine Laroche-Joubert sur France 2 ou Marine Jacquemin sur TF1, Patricia Lémonière sur TF1. Voilà, qui, elles, ont vraiment dû un peu enfoncer des portes ou faire une place. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir souffert de sexisme. J'étais très jeune sur des terrains de guerre et finalement, ça les faisait sourire. Alors, parfois, dans des conflits en Afrique, on me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas en train de faire la cuisine à ton mari et t'occuper des enfants ?» Je dis « Bah non, voilà, j'ai 25 ans et je ne suis pas mariée. » Ok, bon, bah, t'as pas peur, allez, viens, on t'emmène. Et finalement, je me retrouvais en première ligne, même plus facilement que les garçons sur certains conflits. Et surtout, en tant que femme sur le terrain, on a accès... notamment dans les pays musulmans, aux femmes afghanes, alors que ce qu'elles n'accepteraient pas toujours, je ne sais pas à quel moment si tu avais une caméra, mais de parler à un homme. Moi, ça m'est arrivé, le caméraman restait là, je prenais la caméra pour faire un témoignage. Donc finalement, on a notre place en tout cas. Est-ce que ces questions vous parlent, vous, sur le terrain, dans l'accès aussi à vos alors, personnages? Moi, contrairement à Dorothée, je ne vais pas sur le terrain, genre je ne vais pas sur les lignes de front ou... Quand j'étais en Afghanistan, j'ai écrit des chroniques du quotidien à Kaboul essentiellement. Et donc les femmes afghanes que je connaissais sont celles qui travaillaient chez nous. Ils n'avaient pas tellement, mais elles venaient plutôt d'un milieu assez aisé, elles parlaient anglais, donc c'est un peu différent. Mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de femmes reporters à Kaboul à l'époque, genre Claire Billet ou Véronique de Viguerie. Et c'est vrai, elles disaient la même chose que toi, en fait, qu'elles avaient accès au monde des femmes très facilement. Et les hommes les acceptaient aussi parce que c'est des femmes occidentales, donc c'est pas des femmes afghanes, c'était un peu un troisième sexe presque. Et ils ne nous regardent pas dans les yeux. Donc moi j'ai fait toutes mes interviews où on regarde dans le Taliban, même aujourd'hui encore, qui regarde mon interprète, homme. Voilà, donc moi je le regarde, il regarde à côté. C'est un peu désagréable, mais on s'y fait. L'important c'est qu'ils répondent à mes questions. Mais par contre j'avais fait une autre BD sur la maison des femmes de Saint-Denis. Donc le propriétaire de la 2 chevaux est prié de la déplacer. Et c'est très sonore, en fait, c'était un peu une expérience opposée dans la mesure où... vous entendez quand je parle? Oui, ok. Vous entendez bien? Oui, ça va? Ouais, j'avais fait des chroniques d'un centre socio-médical qui aide des femmes en situation de détresse. Et là, j'avais l'impression, en tant qu'homme, de finalement faire un peu l'inverse, d'aller dans un endroit où les hommes ne vont pas. Et c'était hyper intéressant, en fait, de parler de thématiques féminines et de faire des portraits de femmes qui ont vécu justement des femmes victimes de violences conjugales ou d'excision. Et je m'étais posé la question, en tant qu'homme, comment rentrer dans ce genre de milieu. Et en fait, c'était assez facile parce que les femmes que j'ai rencontrées avaient envie de témoigner, envie de parler de ce qu'elles avaient vécu. Et le fait que je sois un homme ne les dérangeait pas vraiment, en fait. Donc je m'étais fait tout un film, genre je ne suis pas accepté. Et finalement, ça s'est très bien passé. Donc c'est un exemple un peu à l'envers de ce que tu disais. Ce qui revient souvent aussi, je trouve, dans vos portraits, Dorothée Olléric, c'est... elles sont nombreuses à dire que, donc certes, l'armée s'est féminisée, c'est ce qu'on vient de dire, mais en même temps, il y a cette nécessité de se fondre dans des valeurs quand même virilistes. Souvent, elles disent il ne faut pas pleurer, il ne faut pas avoir de signes extérieurs de féminité. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les témoignages, je trouve. C'est assez logique quand vous partez 4 mois déjà, qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Elles sont 4 mois dans des conditions très rustiques. On dort dehors, au pied des chars. Donc forcément, moi je l'ai vécu avec elle. Par exemple, je pense les missions sur l'opération Barkhane au Mali, on part 15 jours. Voilà, donc pour prendre une douche, c'est compliqué. Donc comment on fait? On se met à l'arrière du blindé, on ouvre les portes comme ça, on trouve une petite bâche. Et la douche, c'est une bouteille d'eau par personne. Et là, il y a la copine militaire qui tient, parce qu'il y a toujours du vent, il y a toujours du passage. Et avec une bouteille d'eau, on se lave vite fait. Avec 2, on arrive à se laver les cheveux, je vous garantis, tout va bien. Mais on ne se met pas du monoeil après. Il y a des choses qui sont un petit peu logiques dans un déploiement comme ça, où il n'y a que des bonhommes, il y a 3-4 filles, il y a l'infirmière, la médecin, et puis une tireur d'élite.
Voilà, comme disent parfois dans le livre, il y a un moment, 64 mois, on sent que ça gratte du côté de chez les garçons. Là. Mais forcément, il faut se fondre, elles ne sont pas maquillées, vraiment aucune séduction ou alors très cachée, mais voilà, faut faire sa place, faut être respecté et il faut être soldat avant d'être soldate ou voilà, militaire, on va dire. Comme ça, il n'y a pas de souci de genre. Ce qui me frappe dans vos deux ouvrages aussi, c'est la manière dont vous arrivez à accéder à une forme d'intimité, je trouve, de vos personnages, si on peut dire ça comme ça, des personnes à qui vous donnez la parole. L'intimité, elle passe par exemple chez vous, chez les femmes militaires à qui vous donnez la parole, par un vrai accès à leur vie, à leur enfance, à leur adolescence, à leur vie de famille. Pourquoi c'était important pour vous que leur métier soit aussi raconté au prisme de l'intime ? J'avais justement envie de voir ce qu'il y avait derrière cette femme qui porte une arme, qui donne la mort, qui est en treillis. Comment on arrive à choisir ce métier-là, à être prêt à mourir, hein. Il y a cette idée de sacrifice, de servir la patrie, du sens du devoir, qui est réelle, et aussi capable de tuer. Donc je dis que ça part d'un cheminement. Alors étonnamment, c'est souvent des jeunes filles timides qui n'avaient pas trop leur place forcément au collège, parfois un peu harcelées, parfois un peu moquées. Donc il y en a une qui était un peu boulotte, pas sûre d'elle, qui aujourd'hui court des marathons et dans les forces spéciales. Donc et elles se sont donné des buts et des moyens. Donc il y a ces petites humiliations au quotidien, il y a ces humiliations quand elles rentrent dans l'armée, ces propos sexistes. Et puis finalement, il y a un moment, elles trouvent leur place et elles disent à l'armée, quand c'est pas bien, on te le dit, mais quand c'est bien, on te le dit aussi. Donc il y a un côté qui a valorisé des filles qui ne croyaient pas forcément en elles et qui aujourd'hui ont été vraiment changées. Et moi, je voulais le ressenti, je voulais vraiment... je sais pas, est-ce qu'on imagine le pire ? Celle qui travaille dans le renseignement me dit, par son boulot, elle regarde des giga-horreurs, des giga-octets d'horreur, parce que c'est son boulot. Donc elle voit tous les massacres et autres, et elle a ces images qui sont dans sa tête, elle a cette terreur qu'elle a du viol, et néanmoins, elle avance, et c'est elle qui va effectivement au renseignement, interroger des terroristes. Donc qu'est-ce qu'on ressent, comment on le vit, et puis qu'est-ce qu'on raconte au retour. Et je m'aperçois qu'elle raconte pas grand-chose au retour. Hein. C'est pas facile de partager ce qu'on vit sur un terrain de guerre avec son conjoint, avec ses enfants. Alors moi je le ressens, hein, j'ai deux enfants de 19 et 22 ans. Et si on leur en dit trop avant de partir, ça va être un cauchemar pour eux chaque jour. Donc il faut essayer d'être gai, de minimiser. Alors moi, vers 7-8 ans, ils ont quand même compris que c'était dangereux, donc j'ai rapporté le gilet pare-balles à la maison, et puis je leur ai mis comme ça, je dis regarde, c'est super solide, j'ai mis le casque lourd, et je dis voilà, la balle, il faut vraiment qu'elle passe comme ça, et qu'elle rentre là. Donc tout le monde rigolait en disant ouais. Donc je disais pas qu'il n'y avait pas de risque, je disais qu'il y en avait un, mais que vraiment, il fallait pas avoir de bol, quoi. Donc c'est des choses comme ça. Bon, maintenant, ils ont bien compris que c'était dangereux, hein, évidemment, mais et à chaque fois que je pars, depuis qu'ils sont tout petits, je les regarde dans les yeux et je leur dis maman t'aime. Alors quand ils sont ados, c'est bon, et ça va maman, c'est bon, lâche-moi. Et puis même maintenant aujourd'hui, je suis là maman t'aime et je les regarde dans les yeux parce que je me dis tout simplement et si je revenais pas. Donc c'est quand même un métier et c'est pareil pour les femmes militaires. On se dit est-ce qu'on va revenir. Alors là moi le pire moment c'est le départ. Hein. Je suis dans l'ascenseur, je pleure, je monte dans le taxi, ça va pas madame. Ça va aller. Et après, on se reprend et l'avion décolle et on est dans le reportage, pour moi, dans la mission pour elle. Mais il y avait beaucoup de points communs comme ça, surtout sur les enfants. Parce que mine de rien, on a beau dire, on est militaire, on est journaliste. Moi, on reste quand même une maman qu'on fait un peu plus que le papa en général. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Nicolas Weil, je trouve la question de l'intime aussi, elle passe à travers les rencontres que vous faites. Oui. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des rendez-vous que vous avez donc avec des personnalités politiques, des activistes, des militants, mais aussi plein de rencontres à côté. Une jeune femme, une dame qui vend des fleurs, une femme rencontrée dans le train. Vous variez aussi, je trouve, les profils de vos rencontres. Et c'est aussi comme ça qu'on accède à une forme d'intimité avec le pays. Oui, je pense que c'est important d'avoir le panel, d'avoir le plus de personnes différentes, de différents horizons, de différentes classes d'âge, des gens de la ville, de la campagne, pour avoir une espèce de cliché global de la Russie en juillet 2022, qu'est-ce que c'est. Et c'est vrai que des rencontres se sont faites assez naturellement, parce que je voyageais avec ma fixeuse, et ma fixeuse disait oui, Nicolas est un Français qui vient en Russie pour découvrir le pays, pour mieux le connaître.
est-ce que vous voulez parler avec lui? Est-ce que vous l'autorisez à vous dessiner? Donc ah ben oui, bien sûr. Et donc je commence à faire des portraits, puis les gens parlaient comme ça. Moi je dessinais, puis ils parlaient avec la fixeuse, et puis pendant 1 heure ou 2, il se passait un peu rien. C'était des conversations normales où les gens venaient spontanément aux questions qui m'intéressaient, genre que pensez-vous de Poutine et de la guerre en Ukraine? Mais je posais jamais la question de façon directe. J'attendais qu'ils y viennent par eux-mêmes. Et je jouais un peu le candide, la personne même un peu surprise, genre ah oui, la guerre, c'est vrai, c'est dur la guerre tout de même. Et c'est une façon de faire de... C'est pas vraiment du journalisme, enfin je sais pas exactement, je suis pas journaliste à la base, donc je sais pas exactement comment poser des questions. J'aime pas trop poser des questions aux gens de façon générale, ce qui est plutôt un problème. Tu les laisses arriver? Oui, parfois ça marche, parfois il faut un peu les pousser quand les gens parlent pas trop. Mais parfois c'est ma fixeuse qui me donne des coups de coude, genre vas-y, pose des questions. Parce que moi j'étais un peu en mode ouais, c'est cool, parfois les gens vous invitent à manger, puis je décide, on parle de Louis de Funès ou des années 90 ou de la mort de State, enfin de choses qui n'ont rien à voir avec le sujet qui m'intéresse. Et au bout d'un moment, on essaie quand même d'aller vers le sujet principal. Parce que votre langage à vous, c'est le dessin, donc j'imagine que quand vous les rencontrez aussi, vous les croquez, vous les dessinez, vous cherchez à garder des traces de votre rencontre par le dessin, au moment T. Et du coup, ça fait oublier. En fait, c'est un travail de journaliste, en fait, finalement, même si je suis pas journaliste. Mais le fait de dessiner les gens, ils se méfient pas, en fait. Ils se disent, oh, c'est un touriste français qui fait un carnet de voyage. Donc c'est assez inoffensif comme attitude de dessiner les gens, enfin quelque chose d'assez sympathique. Et à quel moment de la guerre tu y étais? En juillet 2022. Donc c'était déjà 6 mois après le début de la guerre. Moi, j'étais au tout début, à un moment où personne pensait qu'il y aurait la guerre, hein, puis nous non plus, hein, ni les Ukrainiens, ni les journalistes, ni les Français. Il y avait que les Américains qui disaient mais la guerre va commencer dans 48 à 96 heures. Donc on a bien rigolé en se disant ces Américains, ils savent tout mieux que tout le monde. Et en fait, ils avaient raison. Et là, à 6 heures du matin, on m'a réveillé en disant ça y est, les premiers chars russes pénètrent. Et on n'y croyait pas. Et là, du coup, je suis restée 5 semaines et ça a été... dingue. Ça a été dingue, mais je voulais plus partir. Hein. Au bout d'un moment, c'est mon chef qui m'a dit allez, maintenant t'es fatigué, tu reviens. Parce que là, on a vraiment la sensation d'être là, effectivement, à un moment d'histoire dingue. Alors après, on s'est bien trouvé parce qu'on pensait tous que les chars arriveraient place Maïdan dans les 3-4 jours. Et puis, ils sont toujours pas arrivés. Donc, c'est assez étonnant comme conflit. Impossible de dire comment ça va évoluer. Donc nous, on est là pour raconter, témoigner. Je suis pas analyste, je suis pas éditorialiste. Moi, je raconte depuis le terrain, quoi. Depuis les tranchées, d'ailleurs. Et ambiance 14-18. Tu étais à Kiev ou en Russie au début de la guerre? J'étais à Kiev. Ouais, j'étais que côté ukrainien. Je suis allée en 2014 côté pro-russe. Ouais. Donc c'est bien de connaître les deux côtés. Comme ça, on garde aussi un certain recul parce que le côté russe aussi était bombardé, les civils étaient bombardés en 2014 par les Ukrainiens. Et j'avais beau dire ça à ma fixeuse, elle ne me croyait pas. J'ai dit mais j'y étais. Donc c'est une réalité parce qu'il y a de l'intox des deux côtés, bien entendu. Mais non, j'étais que de ce côté-là et après jusque dans le Donbass et dans les tranchées. Donc le jour où je me suis retrouvée dans une tranchée quelques mois plus tard du côté de Bakhmout, j'ai dit mais c'est quand même dingue d'être dans une tranchée. J'avais l'impression de voir un livre d'histoire avec ces tranchées très profondes, très étroites et les obus qui sifflaient. Et nous accroupis, c'était Jacadi debout, assis dans la tranchée. Ça volait de partout. Vous êtes hyper équipé dans ce genre de... Vous êtes extrêmement équipé dans ce type de circonstances. Enfin, vous avez une tenue... on a un gilet pare-balles, on a un casque, et puis on comprend que plus la tranchée était étroite, plus c'est la sécurité, parce que tous les obus tombaient pas loin, à quelques dizaines de mètres. Il ne faut pas que ça tombe pile poil au milieu, quoi. Donc oui, c'est impressionnant, mais moi, ça m'a ramené à mes livres d'histoire, quoi. Et j'avais une question qui était, je dis mais est-ce qu'il y a des rats dans la tranchée? Parce que j'avais comme souvenir ces photos où on disait les poilus, il y avait plein de rats. Et j'avais presque plus peur des rats que des obus. Je m'attendais à avoir des rats me courir entre les jambes. Et en fait, ils ont dit non, on n'a pas de rats, on a des petits mulots. Et effectivement, les petits mulots qui attaquent le garde-manger. Je dis bon, ça va. Alors, plus inoffensif. C'est baisse-toi, ça un peu bizarre. Et dans ce désir de transmission, hein, vous dites, moi je fais récit, je suis là pour raconter. Vous, ça passe par le dessin et aussi par une certaine forme de pédagogie, je trouve, dans votre bande dessinée, par des cartes, par des images assez claires, très réalistes aussi. Mais je veux dire, vous avez, j'ai l'impression, une vocation aussi d'expliquer le conflit. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui est important pour vous, cette dimension pédagogique oui, à travers la BD? Tout à fait, oui. En fait,
Surtout, j'aime bien comprendre les choses, donc j'adore expliquer les choses quand je les comprends. C'est une espèce de même mouvement. Donc, dès que j'ai compris quelque chose, je suis hyper content. Et j'ai envie de transmettre ce savoir assez neuf. Et d'un autre côté, j'adore les cartes. Je regarde beaucoup le dessous des cartes sur Arte, ce genre d'émission. J'ai fait beaucoup de jeux de plateau, des jeux vidéo tels que Civilisation, où on passe son temps à reconquérir le monde. Et j'ai un rapport assez ludique aussi à l'histoire, en fait. J'imagine beaucoup les scénarios, et si machin était mort, et si tel bateau avait coulé à tel moment, qu'est-ce qui se serait passé? Et là, en fait, j'avais aussi le sentiment que je ne retournerais peut-être jamais en Russie, et que ça serait difficile pour d'autres personnes d'aller en Russie, donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse le plus, de choper le plus possible d'informations, et raconter le mieux possible ce que j'ai vécu, au cas où le pays se ferme pendant longtemps. Enfin, j'avais un peu senti comme une mission, en fait, de vite, un peu en urgence, rapporter le plus d'informations, et un peu comme faire un cambriolage, genre remplir son sac à anecdotes le plus vite possible et revenir à la maison. Oui. Vous disiez? Non, et le redistribuer. Et surtout raconter. Enfin, il y a une vraie envie de raconter, quoi. Moi, j'adore raconter les autres, raconter les histoires des autres. Je trouve ça l'essence de notre métier. Effectivement, moi, je vais peut-être plus leur poser de questions, mais je leur vole un peu leur âme. Et c'est gentiment. Bien sûr, et dans la guerre au féminin, justement, en fait, vous disparaissez derrière ces portraits. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous racontez, c'est à chaque fois le personnage qui se raconte. Donc on imagine que ce sont des enregistrements que vous avez faits. C'est des heures et des heures d'entretien, justement, pour arriver à cette confiance, à ces entretiens. Je dis, raconte-moi tout, je te ferai relire. Donc c'est un week-end passé ensemble, et après, je me dis, elles vont faire enlever ça, et rien du tout. En fait, rien n'a été coupé. Non, rien. Et vous, là-dedans, effectivement, votre jeu disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, vous donnez la parole et vous n'existez pas, vous, en tant que personnage, dans le livre. Alors après, c'est comme la plupart, je les ai rencontrés sur des terrains de guerre. Je raconte au début avec chacune comment je l'ai rencontré sur le terrain. Voilà, je contextualise. Et puis, comme elles n'ont pas forcément les mots pour décrire le Mali, le bivouac dans le désert, comme je l'ai fait, voilà, j'apporte une connaissance parce que je connais les terrains qu'elles font, quoi. Non, vous voulez rebondir? Revenir sur l'Ukraine, juste un peu en retard. Moi, j'ai été en 2016 pour faire un reportage sur Tchernobyl, donc ça n'avait rien à voir avec la Russie, mais j'avais croisé par hasard un soldat ukrainien qui revenait du front du Donbass, et il nous a raconté comment il avait combattu les Russes à l'époque où on pensait que c'était les hommes verts, où c'était pas très clair. Et ça m'avait beaucoup intrigué à l'époque, donc c'était un peu ma première connexion avec le conflit actuel. Et ça, je vais quand même raconter dans ma BD, même si c'était pas la thématique. C'était Tchernobyl, mais j'ai rajouté un chapitre sur ce soldat. Et rebondir sur le fait de disparaître, moi je disparais pas. Non, votre personnage effectivement est présent, mais c'est vraiment, vous êtes un lien, non, mais vous êtes un fil rouge en fait de personnage en personnage. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que je sois français, les personnes réagissaient différemment en fait. Si j'avais été américain ou allemand, je pense que les conversations auraient été très différentes. Mais comme chaque Russe a une connaissance de la France, de la culture française, enfin chacun a quelque chose à dire sur la France, donc ça a orienté les conversations d'une certaine manière. Donc c'est intéressant de voir les personnes âgées qui parlaient un peu français ou des jeunes qui connaissaient... Alors, les jeunes connaissent moins la France, mais les personnes qui ont 40 ans se souviennent encore du cinéma français de Louis de Funès ou de Jodassin ou ce genre de choses. Il y a un peu l'idée... les Russes fantasment beaucoup sur Paris encore aujourd'hui, sur Paris, sur Nice, sur une espèce d'univers merveilleux, là où le Tsar allait en vacances... Là où Anastasia s'est exilée, enfin une espèce de Paris merveilleux qui n'existe pas vraiment, mais un peu comme dans beaucoup d'endroits. Dans un imaginaire un peu... Oui, et cette francophilie en Russie, je pense, m'a pas mal aidé aussi à avoir accès à beaucoup de personnes. Et ces femmes, simplement, dont vous nous proposez les portraits, ces 10 portraits dans la guerre au féminin, vous les avez rencontrés dans plein de contextes différents, sur... Ces dernières années, enfin, comment vous êtes dit c'est celle-là que j'ai envie de garder pour ce livre, je veux dire, voilà, comment vous les avez sélectionnées, choisies? Alors je voulais surtout pas que ça soit, vous savez, il y a des services de communication dans chaque armée, marine, armée de terre, armée de l'air, ça s'appelle les SIRPA, et donc les SIRPA, ils adoreraient me choisir un profil parfait, mais je voulais surtout pas ça. Donc j'ai dit je choisis, c'est pour ça que je voulais des filles principalement que j'avais rencontrées sur le terrain, et il y a une jeune démineuse que je ne connaissais pas, et c'est un militaire que je connais, je lui dis est-ce que tu as rencontré sur le terrain des femmes incroyables? Et il me dit oui, une petite démineuse, elle fait 1m51 et je crois que la limite c'est 1m49.
Et des mineurs, s'il y a une spécialité qui est vraiment masculine, c'est celle-là. Alors elle, c'est dingue. Comment elle se fait une place, cette petite nana, mais qui est incroyable, qui rêvait devant les films de guerre des mineurs, etc. Et voilà comment elles ont réussi. Et il y a aussi une autre qui m'a beaucoup touchée, qui est la veuve d'un commando marine qui a été tué en sauvant des otages il y a 3 ans, qui était Alain Bertoncello et Cédric de Pierrepont, je ne sais pas si ça vous parle, 2 commandos marines qui ont été tués en sauvant des Français du côté du Burkina, voilà. Et elle, cette jeune femme, donc de 26 ans, a perdu son mari. Elle était militaire, infirmière militaire, et je me suis dit, il faudra que je raconte son histoire un jour. Donc ça veut dire que dans son chapitre, elle explique comment on apprend la mort de son conjoint, avec des propos très forts, très intimes, bouleversants. Alors, on a beaucoup pleuré toutes les deux, et je pense qu'en le lisant, il y a des passages qui vous mettront peut-être les larmes aux yeux. Mais c'est cette intimité, et c'est tout sauf un livre pour militaires presque. Voilà. Oui, c'est un livre pour lecteurs et lectrices. Ben, merci beaucoup pour votre attention et à plus tard. Merci à tous.